Dans une banlieue aisée, une femme noire âgée conduit joyeusement vers la fête d'anniversaire de sa petite fille. Soudain, deux agents de police blancs l'arrêtent sans motif, la fouillent, l'humilient et brisent même le précieux cadeau qu'elle apportait. Ce qu'ils ignorent, c'est que sa fille est la chef de la police. Et quand ils l'emmèneront au poste, ils regretteront chacun de leur choix. Le ronronnement discret de la vieille berline bleue était une mélodie familière pour Éléonore Dubois. À 72 ans, elle conduisait avec une douceur délibérée, ses mouvements épousant le rythme sans hâte de sa vie. La lumière du soleil de fin d'après-midi, adoucie par l'automne naissant, filtrait à travers les feuilles rouilleuses des grands érables qui bordaient les rues de Bois-Joli, une ville de banlieue pittoresque, un lieu de pelouse impeccable et de cul-de-sac tranquille. Loin de l'agitation de la ville où Éléonore avait passé la majeure partie de sa carrière de bibliothécaire, un sanctuaire d'histoires et de murmures feutrés. Aujourd'hui, l'odeur des feuilles craquantes et des bois lointains embaumait l'air, une toile de fond agréable à la musique classique jouant doucement à la radio. La pièce était un délicat nocturne de Chopin, sa mélodie un doux courant portant ses pensées. Sur le siège passager, soigneusement niché dans une boîte rembourrée enveloppée de papier crémeux, reposait une boîte à musique ancienne. Son design complexe mettait en scène de minuscules ballerines peintes pirouettant sur son couvercle, un véritable trésor qu'elle avait trouvé dans une petite boutique d'antiquités. C'était pour Léa, sa petite fille, qui fêtait ses 8 ans aujourd'hui. Léa était récemment devenue fascinée par les charmes d'antan, son imagination captivée par les récits d'objets enchantés. Éléonore esquissa un sourire, imaginant la joie de Léa en déballant le cadeau, ses yeux vifs écarquillés d'émerveillement. Sa destination était la maison de sa fille Sophie, un havre de chaleur et de rire, qui récompensait une vie de résilience discrète. Sophie, à 44 ans, avait accédé au rôle exigeant de chef de la police de Bois-Joli, un chemin que peu de femmes noires avaient emprunté, et encore moins conquis avec une telle grâce et une détermination inébranlables. Éléonore se souvenait des premiers jours, Sophie penchée sur ses manuels jusque tard dans la nuit, son ambition une flamme constante même lorsque d'autres tentaient de l'éteindre. Elle l'avait vue relever les défis avec une force tranquille, depuis ses jours de jeune officière face au scepticisme jusqu'à son ascension rapide dans les rangs. Sophie avait épousé Marc, un architecte au grand cœur passionné par l'histoire locale et doué pour faire les meilleures crêpes du dimanche. Ensemble, ils avaient bâti une vie enracinée dans la communauté, la justice et le joyeux chaos des petits déjeuners en famille. La berline glissa devant un petit parc où les rires d'enfants flottaient dans la brise. L'esprit d'Éléonore se reporta au dernier anniversaire de Léa, une fête dans le jardin où Léa avait insisté pour qu'Éléonore porte une couronne en carton scintillante, servant du thé invisible d'une théière miniature en plastique. « C'est réel si tu y crois, mamie », avait déclaré Léa, son petit visage sérieux. Et Éléonore, bien sûr, avait cru. Ce souvenir apporta une chaleur authentique à la poitrine d'Éléonore, un profond contentement qui s'installa dans ses os. Elle ralentit en approchant de l'allée des Primes-Verts, la rue où se trouvait la maison de Sophie, son porche orné de guirlandes lumineuses festives. Elle pouvait presque déjà entendre les bavardages excités. Elle imaginait Sophie, peut-être avec une tache de glaçage sur la joue, faisant semblant de ne pas avoir secrètement commandé le gâteau arc-en-ciel préféré de Léa à la boulangerie du centre-ville. Ce jour, par-dessus tout, était une question de famille, de la simple joie d'être ensemble. Un flash soudain dans son rétroviseur brisa cette douce rêverie. Une voiture de police, ses phares étincelants, était apparue derrière elle, la suivant depuis au moins les 2 derniers virages. Le doux sourire d'Éléonore s'effaça, remplacé par une tension subtile qui raidit ses épaules. Elle ne paniqua pas. La panique n'était pas une réaction qu'elle entretenait, pas après la vie qu'elle avait vécue. Son immatriculation était à jour.
La vieille berline, bien que d'époque, fonctionnait impeccablement, et elle ne dépassait certainement pas la limite de vitesse. Ses mains restèrent fermes sur le volant, tandis qu'elle tapait doucement sur la pédale de frein. Puis les lumières clignotantes s'intensifièrent, une ponctuation nette de rouge et de bleu déchirant l'ambre pâlissant de l'après-midi. Une sirène, brève et stridente, perça le calme. Éléonore s'arrêta immédiatement, ses mouvements délibérés et maîtrisés. Elle baissa sa vitre avant même que les agents ne s'approchent, baissant instinctivement le volume de Chopin. Ses mains reposaient ouvertement sur le volant, visible, paisible, une déclaration silencieuse de sa coopération. Une brise fraîche toucha sa nuque. Elle redressa sa posture, un léger tremblement la traversant. Elle avait emprunté cette route d'innombrables fois, mais une intuition profonde et dérangeante lui disait que ce jour ne se déroulerait pas comme prévu. Quelque chose d'ancien et de profondément enraciné dans le système que sa fille avait dédié sa vie à changer était sur le point d'être de nouveau agité. La portière de la voiture de patrouille claqua avec un son sec et dédaigneux qui résonna dans la rue silencieuse. Le premier agent, un jeune homme blanc d'une trentaine d'années peut-être, s'approcha de sa vitre. Son uniforme était impeccable. Sa démarche rayonnait d'une autorité non méritée. Son badge d'identification indiquait Duval. Derrière lui, un autre agent, légèrement plus âgé et plus corpulent, avec le crâne rasé de près et des lunettes de soleil miroitantes, restait près du véhicule, les bras croisés, balayant la rue résidentielle tranquille comme s'il anticipait une embuscade des buissons parfaitement taillés. Son badge l'identifiait comme Mercier. L'agent Duval se pencha, son visage dépourvu de toute expression accueillante. « Permis de conduire et papier du véhicule », ordonna-t-il, sa voix sèche et plate, sans même un bonjour. Éléonore hocha la tête, sa voix calme et claire. « Certainement, agent. » Puis-je tendre la main dans la boîte à gants, Duval ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la fixer, son regard s'attardant sur son visage, puis sur ses mains, comme si ces mots nécessitaient un déchiffrage minutieux. Le silence s'étira, lourd d'un jugement non exprimé. Finalement, il offrit un bref hochement de tête irrité. Éléonore bougea lentement, délibérément, chacune de ses actions étant une démonstration consciente de non-agression. Elle ouvrit la boîte à gants, en retirant le petit dossier usé qu'elle y gardait toujours. Son permis de conduire, déjà soigneusement rangé à l'intérieur, était au-dessus. Elle le lui tendit, ses yeux fixes, sans peur, mais sans défi non plus. Seulement une dignité tranquille, indéniable. Duval prit les papiers, les examinant avec une minutie méticuleuse qui semblait conçue pour découvrir une faute plutôt que pour vérifier la vérité. Il laissa échapper un petit claquement de langue dédaigneux. « Vous habitez dans le quartier de l'ancien moulin » demanda-t-il, faisant référence à un quartier plus modeste, majoritairement minoritaire de l'autre côté de la ville. « J'y ai vécu » répondit Éléonore, sa voix égale. « Pendant 40 ans. Ma fille a acheté une maison ici. Je me dirige vers chez elle maintenant. » Duval haussa un sourcil, une subtile torsion de sa lèvre trahissant son incrédulité. « Et vous conduisez ce truc ?» Il fit un geste vague vers sa berline sarcelle avec un dédain ouvert, comme s'il s'agissait d'une épave délabrée plutôt que d'un véhicule méticuleusement entretenu qu'il avait servi fidèlement pendant des décennies, survivant à de nombreux modèles plus récents. Éléonore laissa passer l'insulte implicite. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître quand un homme ne cherchait pas vraiment des informations, mais plutôt à délivrer un jugement depuis sa position de pouvoir. L'agent Mercier lança, sa voix rude. « Vous êtes déjà passé par ici. Vous connaissez quelqu'un dans ce quartier. » Éléonore se tourna légèrement vers lui, s'efforçant de maintenir l'atmosphère posée de l'interaction. « Agent, j'ai traversé de nombreux quartiers en mon temps, mais oui, ma fille vit à quelques pâtés de maison d'ici. » Mercier renifla, un son dérisoire. « Quelle est son adresse ?» Éléonore la fournit calmement.
Duval la griffonna sur son bloc-notes, son stylo grattant bruyamment comme s'il s'attendait à ce que l'information soit une invention. « Vous avez des colis dans le coffre, pressa Mercier, s'approchant un peu. Vous faites des livraisons pour quelqu'un. Un service de messagerie peut-être. » Éléonore cligna lentement des yeux. « Non, juste un cadeau d'anniversaire pour ma petite fille. » Duval lui rendit ses papiers d'un mouvement négligent du poignet, puis s'écarta, parlant d'une voix sèche dans le micro accroché à son épaule. Éléonore ne put distinguer les mots, mais le rythme était indéniable, une vérification rapide des antécédents, un délai délibéré. Mercier s'avança, maintenant pleinement engagé, ses bras n'étant plus croisés. « Madame, cela vous dérangerait, il de sortir du véhicule. » Éléonore marqua une pause, un éclair de lassitude traversant son visage. « Y a-t-il une raison précise ?» demanda T.L., sa voix toujours sereine. « Contrôle de routine » répondit Mercier, son ton dédaigneux. « Vous correspondez à une vague description de quelqu'un qui rôde sur les porches de ce quartier. Femme noire âgée, voiture ancien modèle. » Éléonore inspira lentement et profondément, comme si elle puisait sa force dans les arbres centenaires qui abritaient la rue tranquille. « Je vous assure, je ne rôde pas. Je suis une invitée dans ce quartier, en route pour célébrer un anniversaire. » Mais Mercier tendait déjà la main vers la poignée de la portière. Éléonore sortit calmement, ses mouvements fluides et sans hâte. Aucun geste brusque, aucun éclair de colère, juste la lourde et tranquille lassitude de quelqu'un qui avait déjà parcouru ce chemin d'innombrables fois. « Retournez-vous, main sur le capot. »« Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Éléonore, sa voix empreinte d'une requête douce et polie, malgré la montée de l'indignité. « Ce n'est pas à vous de décider » claqua Mercier, sa voix acerbe. L'agent Duval la contourna par derrière, la fouillant avec bien plus de force que nécessaire, ses mains brossant rudement sa fine veste d'automne. Le moteur de la berline s'arrêtait doucement en refroidissant dans l'air du soir. Sur le siège avant, la boîte à musique emballée de crème restait intacte, un symbole fragile de la joie innocente qui avait été si brusquement interrompue. « Vous transportez quelque chose d'illégal ?» Madame demanda Duval, sa voix empreinte de suspicion. Seulement de l'air répondit doucement Éléonore, un léger tremblement presque imperceptible dans sa voix. Mais aucun des agents ne sembla l'entendre ni s'en soucier. Quand ils ne trouvèrent rien, il n'y eut ni excuse, ni explication. Ils lui dirent simplement de s'asseoir sur le trottoir pendant qu'ils réglaient les choses. Éléonore s'assit. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle regarda simplement le soleil qui glissait maintenant derrière les arbres lointains, peignant le ciel de teintes oranges profonds et violets. Ses pensées dérivèrent vers Sophie, se demandant si sa fille commençait à s'inquiéter, se demandant si Léa avait déjà demandé « Où est mamie ?» Duval rit de quelque chose que Mercier marmonna à voix basse, puis il regarda Éléonore, son expression illisible derrière ses lunettes de soleil. « Vous savez, commença-t-il, sa voix condescendante, vous pourriez penser que vous n'êtes qu'une vieille femme inoffensive, mais certains d'entre vous savent se fondre dans le paysage de manière très astucieuse. Nous ne prenons aucun risque. » Éléonore le regarda, non pas avec colère, non pas avec peur, mais avec le silence creux de quelqu'un qui est systématiquement effacé en temps réel. Pas un seul d'entre eux ne lui avait demandé son nom. Pas un seul ne s'était soucié de savoir qui elle était. Éléonore ne résista pas. Elle ne tressaillit même pas. Mais Duval, interprétant à tort sa dignité tranquille comme de la défiance, claqua. « Vous pensez que c'est un jeu, vieille femme ?» Il commença à tourner autour de la berline bleue comme un prédateur, son regard méprisant.
Vous conduisez ce tas de ferraille dans ce quartier comme si vous aviez votre place ici. » Éléonore resta calme, sa voix mesurée. « Je vous ai dit que je rendais visite à ma fille. C'est l'anniversaire de ma petite fille aujourd'hui. » Duval ricana. Il se pencha par la fenêtre passager ouverte, sa main tendue vers la petite boîte emballée de crème, posée innocemment sur le siège. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» aboya Théil, la secouant rudement comme si elle pouvait dissimuler quelque chose de dangereux. « S'il vous plaît, » dit Éléonore doucement, sa voix à peine un murmure. « C'est pour ma petite fille. C'est fragile. » Mais Duval ne s'en souciait pas. Il retourna la boîte rudement dans ses mains, puis déchira le ruban avec un ricanement, arrachant le papier en 2 déchirures violentes. À l'intérieur gisait la délicate boîte à musique, ses minuscules ballerines peintes et sa clé de remontage complexe exposée au milieu du papier de soie froissé. Mercier jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Vous comptez cambrioler une maison et servir le thé. » Il rit, un rire dur et sans humour. La bouche d'Éléonore s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Puis Duval le fit. Que ce soit par pure méchanceté ou par ignorance négligente, il laissa la boîte glisser de sa main. Elle frappa l'asphalte avec un bruit sourd. L'une des minuscules ballerines peintes, si minutieusement fabriquées, se brisa net de sa base. « Oups !» marmonna Duval sans la moindre sincérité. « Je suppose que ce n'est pas légal pour la rue non plus. » Éléonore s'agenouilla lentement, ses genoux raides, ses mains tremblantes alors qu'elle ramassait les morceaux cassés, comme s'il s'agissait de fragments fragiles de quelque chose de bien plus grand, sa dignité, sa patience, sa place dans le monde. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-elle doucement, sa voix lourde d'une profonde tristesse. Mercier se détourna comme s'il n'avait pas entendu. Duval ne dit rien du tout. L'interpellation ne se termina pas par de la violence au sens traditionnel. Pas de coups, pas de sang, juste le genre de brutalité désinvolte qui ne laisse pas de contusion visible, seulement la profonde et lancinante certitude que vous n'avez jamais vraiment été considéré comme humain au départ. Le trajet jusqu'au poste fut silencieux, à l'exception du léger grésillement occasionnel de la radio de la police et du faible grondement des pneus sur le bitume. Éléonore Dubois était assise sur la banquette arrière, non menottée, mais indéniablement confinée. Ses mains étaient délicatement posées sur ses genoux, sa posture droite comme un piquet, comme pour rappeler au monde que la dignité n'avait pas besoin de permission. Elle ne parla pas, elle ne discuta pas, elle regarda simplement droit devant elle, ses yeux calmes, ne trahissant rien du poids écrasant dans sa poitrine. Duval et Mercier ne dirent pas grand-chose non plus. Ils n'en avaient pas besoin. L'arrestation avait déjà eu lieu, et dans leur esprit, elle était justifiée. Peut-être pas par une loi spécifique qu'ils auraient pu citer facilement, mais par un code plus profond, plus silencieux et bien plus dangereux qui imprégnait leur vision des choses. Duval avait appelé à l'avance, décrivant la situation comme une possible vagabonde au comportement suspect dans un quartier résidentiel. Il n'y eut aucune mention d'une identification, aucune mention d'une bibliothécaire à la retraite, aucune mention d'un cadeau d'anniversaire pour une petite fille, juste un substitut générique de suspicion. C'était suffisant. Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat de Boisjoli, Éléonore fut conduite par une entrée dérobée. Elle ne fut pas enregistrée. Elle ne fut pas inculpée. Elle fut simplement traitée. Juste assez pour lui rappeler qu'elle n'avait pas sa place à moins que quelqu'un au pouvoir ne l'y autorise. Ils la firent asseoir sur une chaise en plastique dur près de la zone d'accueil. Quelques agents la regardèrent, leurs expressions allant de l'indifférence à une légère curiosité. Personne ne lui demanda son nom. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Au comptoir d'accueil, l'agent Duval se tenait avec une arrogance désinvolte, racontant sa version de l'interpellation à l'officier de service. « Elle ne répondait pas clairement aux questions, dit-il, feuilletant un presse-papier, sa voix assez forte pour être entendue.
ne pouvait pas confirmer sa raison d'être dans le quartier. A dit qu'elle allait rendre visite à quelqu'un, mais nous n'avons pas pu vérifier. A-t-elle résisté demanda l'officier de service, sans prendre la peine de lever les yeux de son écran. Duval haussa les épaules avec dédain. Pas exactement, mais elle n'était pas coopérative. Ils utilisaient ce mot « non coopérative » comme un levier subtil conçu pour faire pencher la balance vers la culpabilité, même quand il n'y en avait pas. Éléonore resta assise tranquillement. La chaise en plastique dur grinça sous son poids, mais elle ne bougea pas. Elle attendait simplement, non pas la miséricorde, non pas une explication, mais la vérité. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que la vérité arrivait toujours, même lorsqu'elle était douloureusement tardive. Puis tout changea. La porte au fond du couloir s'ouvrit avec une force contrôlée, un clic discret qui sembla résonner dans tout le commissariat. Le poste, qui un instant auparavant semblait indifférent, retint son souffle, un silence palpable descendant sur la pièce. Le bruit de bottes résonna sur le carrelage, stable, certain, déterminé. L'officier au comptoir leva les yeux, son visage se crispant. Duval redressa instinctivement sa colonne vertébrale. Mercier, qui s'était appuyé contre un mur, se tourna vers le couloir, ses lunettes de soleil miroitantes maintenant retirées, révélant des yeux qui contenaient un éclair d'appréhension. Et puis elle apparut, la capitaine Sophie Dubois. Son uniforme bleu marine foncé était impeccablement repassé, son badge doré scintillant sous les lumières vives du plafond. Sa démarche était directe, sa présence indéniable, une force silencieuse qui commandait l'attention. Elle ne se pressa pas, elle ne parla pas, mais son silence en disait plus que n'importe quelle sirène. Elle balaya la pièce du regard, ses yeux parcourant les visages, évaluant. Puis son regard se posa sur la femme âgée, assise tranquillement dans le coin, sa mère. Où est l'agent qui a amené Madame Éléonore Dubois? La voix de Sophie était basse, mais elle portait une acuité tranchante qui traversa le silence soudain. L'agent Duval se mit au garde à vous, se redressant le premier, redressant sa colonne vertébrale comme si cela pouvait dissimuler la panique qui s'enroulait déjà derrière ses yeux. « Capitaine, madame, nous avons eu un rapport de véhicule suspect. Modèle ancien, pas de plaque visible. Nous avons suivi la procédure. »« Vous n'avez rien suivi du tout » coupa Sophie, son ton plat, totalement dépourvu d'émotion et pourtant lourd d'accusations. Elle s'approcha, chaque mot tombant comme un coup précis. « Vous avez arrêté une femme de 72 ans, n'avez offert aucune raison claire et l'avez placée en garde à vue sans inculpation. Vous avez fouillé ses biens personnels. Vous avez brisé le cadeau d'anniversaire de sa petite fille. Ce n'est pas une procédure, c'est de l'abus. »« Ce n'est pas tout à fait exact, capitaine, » marmonna Mercier, les bras croisés sur la poitrine, tentant une posture de défi. Sophie tourna son regard perçant vers lui. « Voulez-vous que je projette les images ? J'ai déjà récupéré les fichiers des caméras embarquées, ou du peu qui a été allumé. La vidéo commence après l'interpellation. Agent Mercier, cela en soi est une violation de la politique. » Duval fit un pas en avant, gonflant sa poitrine, tentant de retrouver une semblance d'autorité. « Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, nous ne savions pas qui elle était. Elle n'était pas coopérative. Elle n'avait pas besoin d'être quelqu'un de spécial pour que vous la traitiez avec un respect élémentaire, » claqua Sophie, ses yeux se réduisant à des fentes. « Mais elle était quelqu'un que vous avez humilié, quelqu'un que vous avez brutalisé, quelqu'un dont le seul crime était d'être noire et âgée dans un quartier où vous avez décidé qu'elle n'avait pas sa place. » Mercier se hérissa, son visage rougissant. « Écoutez, nous avions toutes les raisons d'être prudents. Ce genre de voiture et ce genre de quartier est mon quartier, » interrompit Sophie, s'avançant jusqu'à être nez à nez avec Mercier, sa voix d'un calme dangereux. « Et cette femme, c'est Éléonore Dubois. Ma mère, une bibliothécaire à la retraite,
une vétéran de l'armée de l'air des États-Unis, une grand-mère, et aucune de ces informations n'aurait eu d'importance pour vous, n'est-ce pas? La voix de Duval monta maintenant, défensive. Nous ne l'avons pas maltraitée, nous avons suivi le protocole. Si quoi que ce soit, elle nous a montré de l'insolence. Vous avez brisé sa propriété, dit Sophie, sa voix soudainement basse et dangereuse. Une sonnette d'alarme. Vous avez ri en le faisant, vous l'avez moqué, vous l'avez bousculée, vous l'avez détenue sans motif probable et l'avez traînée dans mon service comme si elle était une sorte de menace. Vous ne vous cacherez pas derrière le protocole. C'est une réaction excessive, claqua Mercier, sa voix incrédule. Nous avons déjà arrêté des gens sur des soupçons plus fragiles. Personne n'en a fait toute une histoire. Cela prend fin maintenant, dit Sophie, sa voix montant, non pas pour crier, mais pour faire taire. Non seulement parce que c'était ma mère, mais parce qu'à chaque fois que vous l'avez fait à quelqu'un qui n'avait pas de fille en uniforme, il n'avait personne pour parler en leur nom. Je parle maintenant, elle se tourna brusquement vers le comptoir. Sergent, sa voix claire et autoritaire. Avec effet immédiat, les agents Duval et Mercier sont suspendus en attendant une enquête interne. Révision complète de leur historique d'interpellation. Informer les normes professionnelles. Je transmettrai ceci à la supervision civile. Vous allez ruiner nos carrières à cause de ça, aboya Duval. Son visage rougit d'un mélange de colère et d'incrédulité. Non, dit Sophie, reculant avec une finalité glaciale. Vous l'avez déjà fait. Je ne fais que l'officialiser. Elle se retourna vers l'officier de service, réitérant sa directive avec une résolution inébranlable. Avec effet immédiat. L'agent Mercier et l'agent Duval sont suspendus en attendant une enquête interne. Informez les normes professionnelles. Je superviserai moi-même l'examen. Aucun des agents ne bougea, figé dans l'incrédulité. Puis Sophie se tourna vers sa mère. Sa voix s'adoucit, à peine. « Viens, maman, allons-y. » Éléonore se leva, toujours grande, toujours composée. Elle hocha la tête une fois, un geste subtil de reconnaissance et de soulagement. Puis elle marcha aux côtés de sa fille, non plus seulement une vieille femme arrêtée dans la rue, mais une mère qui sortait la tête haute. Et Sophie ne regarda pas en arrière. Pas une seule fois, pas avant que les portes du poste ne se referment derrière elle, et que la justice, la vraie justice, ne commence son lent et délibéré déroulement. Devant le poste, l'air s'était rafraîchi dans le doux silence du début de soirée. Le soleil avait complètement glissé sous l'horizon et le ciel était peint de traînées d'orange pâlissant et de bleu profond, laissant place aux premières lueurs d'étoiles. Éléonore et Sophie marchèrent côte à côte vers le véhicule non identifié de Sophie, le silence entre elles épais. Ce n'était pas inconfortable. Au contraire, il était plein de tout ce qui venait de se passer et de tout ce qu'aucune d'elles n'était encore prête à articuler. Sophie ouvrit la portière passager et attendit que sa mère s'installe sur le siège avec un effort discret, ses mouvements un peu plus raides que d'habitude. Ce n'est qu'une fois Éléonore installée, ses mains soigneusement posées sur ses genoux, que Sophie parla. « Ils sont tous les deux renvoyés de la force », dit Sophie, sa voix basse mais précise. Avec effet immédiat, j'ai pris la décision avant de quitter le poste. Éléonore se tourna vers elle, son visage calme, illisible dans la pénombre. Le badge de Duval a été révoqué, continua Sophie, son regard fixé sur le volant. Il fait l'objet d'une enquête interne pour détention illégale et conduite indigne d'un officier. Le comité de révision civile de la ville prendra le relais à partir d'ici. Je m'attends à ce qu'il recommande une décertification permanente. Il ne portera plus jamais de badge dans cet état, ni dans aucun autre si j'ai mon mot à dire. Et l'autre demanda Éléonore, sa voix tranquille. Mercier a démissionné, dit Sophie en démarrant le moteur. Il pensait que cela le sauverait. Ce ne sera pas le cas. J'ai déjà soumis un rapport de faute au poste. Sa démission n'efface pas ce qu'il a fait. Il y aura un dossier officiel qui le suivra partout où il tentera de travailler,
et je veillerai à ce qu'aucun département de cet État ne le reprenne. J'ai déjà alerté mes contacts dans les juridictions voisines. » Éléonore hocha la tête une fois, un mouvement lent et délibéré. « Bien, » dit-elle simplement. Puis après une pause qui s'étira un instant, elle ajouta « Mais cela ne commence pas avec eux, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça en s'engageant sur la route. « Non, maman, ça ne l'est pas. Ça commence avec la culture, le silence, la façon dont ils regardent quelqu'un comme toi et ne voient qu'une menace. La façon dont on les a laissés opérer sans contrôle pendant trop longtemps. Ce n'est que le début du démantèlement de cela. » Le trajet jusqu'à la maison de Sophie prit moins de 10 minutes, mais il sembla s'étirer, chaque réverbère clignotant devant eux comme de vieilles photographies. Éléonore jeta un coup d'œil par la fenêtre, regardant les quartiers familiers défiler. Certains étaient de nouveaux développements tentaculaires qu'elle reconnaissait à peine, d'autres des zones plus anciennes et établies, lui rappelant le Bois-Joli qu'elle connaissait depuis des décennies. Elle réalisa qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment été construit en pensant à quelqu'un comme elle, quelqu'un qui voulait simplement exister paisiblement. Lorsqu'elles tournèrent dans la rue de Sophie, la maison brillait comme un phare. Des guirlandes lumineuses joyeuses s'enroulaient autour de la balustrade du porche et une vibrante bannière « Joyeux anniversaire ». Léa flottait au-dessus de la porte d'entrée. Par la fenêtre avant, Éléonore pouvait voir sa petite fille, une tache rose tourbillonnant avec excitation, pratiquant une révérence dramatique, ses minuscules chaussons de ballet touchant à peine le sol. Sophie entra dans l'allée et coupa le contact. Elle ne bougea pas tout de suite, ses mains toujours posées sur le volant. « Je suis en train de réécrire toute la politique d'engagement civil, maman, » dit-elle doucement, sa voix imprégnée d'une résolution d'acier. « Elle entrera en vigueur le mois prochain. Chaque agent sera reformé, non pas une seule fois, mais régulièrement, avec un accent sur les préjugés implicites et la désescalade. Chaque interpellation sera méticuleusement documentée depuis l'observation initiale et tout incident futur, comme celui d'aujourd'hui, entraînera une suspension immédiate. Pas d'appel, pas d'exception. J'introduis une politique d'activation obligatoire des caméras embarquées. Si la caméra n'est pas en marche avant le contact, l'interpellation sera jugée invalide et des mesures disciplinaires seront prises rapidement. » Éléonore regarda sa fille, une profonde fierté gonflant sa poitrine. « Bien, » dit-elle de nouveau, sa voix plus forte cette fois, un profond sentiment de justice s'installant en elle. Elles sortirent de la voiture ensemble. Léa les aperçut la première, son cri de joie traversant l'air immobile du soir. Mamie cria T.L., courant pieds nus sur le chemin, sa robe rose un tourbillon. Le sourire d'Éléonore, plein et sans filtre, revint alors, chassant les ombres de la journée. Elle s'agenouilla pour rencontrer sa petite fille, et Léa sauta dans ses bras, la serrant fort. Le lourd poids de la journée commença enfin à se dissiper. À l'intérieur de la maison, l'air était chaud de rire et de l'arôme réconfortant du gâteau. Marc tendit à Éléonore une généreuse tranche de gâteau arc-en-ciel, lui tapotant l'épaule avec une compréhension silencieuse. Sophie prit un moment tranquille près de la fenêtre, les observant, sa famille intacte, sa mère en sécurité à la maison. Mais elle savait que le travail était loin d'être terminé. 3 semaines plus tard, sous un ciel clair du matin, la capitaine Sophie Dubois se tenait derrière un podium à la mairie, flanquée de fonctionnaires municipaux et de leaders communautaires. Les appareils photos décliquaient, leurs objectifs pointés vers elle comme des yeux vigilants, et les microphones se penchaient, désireux de capturer chaque mot. Elle annonça ce qui serait bientôt connu sous le nom de protocole Dubois, une réforme radicale des procédures d'interaction civile du service de police de Bois-Joli. Elle exposa les piliers clés de la nouvelle politique notification immédiate des superviseurs pour toutes les interpellations impliquant des personnes âgées ou des mineurs, garantissant une couche de supervision supplémentaire.
Formation obligatoire trimestrielle sur les préjugés et la désescalade pour chaque agent, allant au-delà de la simple sensibilisation à l'application pratique. Activation complète des caméras embarquées avant tout contact avec un civil, avec la conséquence explicite que l'interpellation serait jugée invalide et soumise à un examen disciplinaire si elle n'était pas respectée, et enfin, la création d'un nouveau comité de supervision indépendant, incluant des membres civils, pour examiner les schémas de mauvaise conduite et assurer la reddition de comptes. Les journalistes la bombardèrent de questions. Certains sondèrent, tentant de trouver une faiblesse dans sa détermination. Un journaliste demanda si nommer la politique d'après sa mère était trop personnel, impliquant un conflit d'intérêts. Sophie regarda droit dans la caméra, son regard inébranlable, sa voix résonnant d'une conviction inébranlable. « Ce n'est pas personnel, dit-elle, sa voix claire et forte. C'est nécessaire, car trop souvent, des femmes comme ma mère sont rendues invisibles, interrogées, rejetées, leur dignité érodée par une indifférence désinvolte et des préjugés systémiques. Cette politique est notre promesse que le silence n'est plus une option. Cette politique est notre promesse que Bois-Joli sera un endroit où chaque citoyen, quel que soit son âge, sa race ou son quartier, est traité avec respect et dignité. Et si un agent ne peut pas tenir cette promesse, il n'a pas sa place ici. » Ce soir-là, Éléonore était assise sur le porche de Sophie, une tasse de tisane chaude à la main. Léa, déjà à moitié endormie, était recroquevillée à côté d'elle, sa petite tête reposant sur l'épaule d'Éléonore. Sur la petite table à côté d'elle se trouvait la boîte à musique ancienne. L'une des minuscules ballerines manquait, un rappel poignant de l'épreuve de la journée. Mais les autres ballerines restaient, et la boîte, bien qu'endommagée, était toujours remplie d'imagination. Léa avait passé 1 heure à écouter sa mélodie délicate, créant de nouvelles histoires pour ses danseuses restantes. Pour la première fois depuis longtemps, Éléonore Dubois n'eut pas l'impression de devoir être autre chose que ce qu'elle était exactement. Une grand-mère, une vétéran, une bibliothécaire à la retraite, une mère aimée. Elle se sentait vue, entendue et finalement, sans équivoque, protégée par le système même qui l'avait si désinvoltement oubliée.